dictature. C'est-à-dire, bizarrement, quand on parle de révolution en 1789, la révolution bolchevique, etc., c'est l'utopie que nous avons dans la tête. Mais ils ont abouti à un cauchemar. Comment ça se fait qu'un rêve qui est fait par toute une société, tout un peuple, puisse aussi banalement, aussi facilement aboutir à l'autorité d'une personne ou d'un groupe de personnes? Oui, mais c'est juste par rapport à la dernière phrase de monsieur. C'est vrai qu'aucune révolution n'est aboutie. Mais par contre, aucune révolution n'a été belle. Ça a toujours fait un bon à l'humanité. Que ce soit la révolution de 1789, que ce soit la révolution de 17 en Russie, même à plus petite échelle, on va dire, la révolution algérienne, la révolution cubaine, tout ça, elles ont quand même fait avancer de statut de serf et d'esclave. En principe, la Révolution française a aboli ça. Le statut de serf en Russie, ça a été aboli. Le statut d'indigène en Algérie, il n'y est plus, etc. etc. Donc, moi, j'aimerais relativiser. On aboutit à une dictature politique, sur la liberté d'expression, la démocratie, etc. Mais sur la condition humaine, il y a eu quand même... Ah non, non, il n'y a pas de... Merci pour cette remarque. Voilà. Et justement, le roman lui-même, il parle justement de la nécessité, de la permanente révolte, y compris de la révolution massifiée, grandiose, qui déverse des millions de gens dans les boulevards chaque semaine. Il faut toujours être dans la révolte. Et la révolte, c'est la quotidienneté. C'est le changement par les petites choses de la vie. C'est-à-dire imposer sur l'espace public une femme, par exemple, qui marche les cheveux au vent, comme disait mon ami. Imposer sur la place publique une femme qui a, ces jours-ci à Béjaïa, on entend un petit peu dans les réseaux sociaux, une femme qui est traitée de tous les noms d'oiseaux parce qu'il a ouvert un commerce. Donc, la révolution, le philosophe, il dit simplement attention à la masse, attention à la vie partagée par tout le monde, parce que même dans cet élan révolutionnaire, il faut être révolté. Et la preuve, il y a eu beaucoup d'événements pendant la protestation qui ont démontré justement la nécessité de l'éternelle révolte. Donc, en politique, on appelle la révolution permanente. Oui. On a le temps, j'imagine. Oui, moi, sauf tu peux. En fait, je voulais juste rebondir parce que là, moi, j'aimerais vous entendre parler de justement de la révolution, mais moi, j'ai toujours une nuance avec une question de révolte. Parce que ce qu'ont les révolutionnaires dans la tête, ou ce qu'ont les gens qui sont révoltés dans la tête, ce n'est pas toujours la même chose. Je veux dire, les valeurs ou les principes sur lesquels on fait une révolution ne sont pas du tout pareils. Par exemple, j'ai envie de dire, toutes les révolutions ne sont pas, on va dire, Progressistes, émancipatrices. C'est juste des révoltes comme la révolution islamique, je m'excuse. Les valeurs ne sont pas condamnées à évoluer. Je ne sais pas où est-ce qu'on a écrit quelque part. Moi, je me souviens, je me rappelle d'un jour où j'avais eu quelqu'un. Je lui ai dit la première fois où les colons français sont arrivés dans les environs de mon village, le chef de la résistance était une femme. Je m'excuse, mais après, quelques années après, ou quelques décennies après, j'en vois partout des... La première fois où j'ai vu une femme voilée, par exemple, dans mon village, ça remonte à 1994. C'était une copine à nous, qui était allée à Oran, je sais pas, avec son papa. Puis quand on l'a vue, on était tous... on ne comprenait pas, on était là, aller la voir. Là.
pour lui demander c'est quoi ça. Et il nous disait que vous ne comprenez rien. En fait. Mais après, maintenant, là, je retourne à mon village, 80%, 99% de toutes les femmes. Donc, il n'y a rien qui est condamné à évoluer, contrairement à la Révolution. Donc, est-ce que la Révolution de l'Irak, c'est vu par ces amoureux-là, par l'optique d'un... J'imagine, si je vois bien, parce que j'étais vraiment concentré sur ce que vous disiez. Donc, c'est pour moi, c'est la révolution de l'amour, quelque part. La révolution des valeurs, pas la révolte contre un sac de... L'une des choses que dont fait fi entièrement, pour faire court, je me trompe peut-être, la Révolution, l'une des choses dont elle fait fi, c'est la différence. La différence. Parce que pour mener une révolution, il faut être d'accord sur un maximum de choses. Or, la révolte, disait Camus, est une manière d'être tout le temps éveillé. Ok, on va aller vers la possibilité d'une deuxième république. On a tous entendu parler de ce joli slogan. Mais deuxième république, quoi? Par rapport à quoi? Et le code de la famille, et l'égalité homme-femme, et la laïcité, et ceci, et cela. Et une mosquée à chaque 100 mètres, etc. Donc, c'est ça la différence entre la révolte et la révolution. C'est un petit peu ce que développait Camus. Et dans le roman, justement, il accompagne, les personnages accompagnent la protestation, mais avec un regard critique, avec une distance. De quelle révolution, est-ce que cette protestation va ouvrir sur la reconnaissance de toutes les identités possibles, les identités plurielles de la société algérienne? Est-ce que cette révolution, il va libérer un tantinet le corps? Parce que aimer est interdit, parce que tenir la main de sa copine publiquement est un outrage, parce que. Et donc, bien sûr, le roman, il ne répond pas à la question, mais il fait réfléchir sur quelque chose. Il fait réfléchir sur des questions comme celle de la révolution, comme celle de la subversion, comme celle des interdits, le code de la famille, etc. etc. Farid. Oui. 3 points. Mais si je dépasse le temps, on m'arrête. Ah oui. Parce que je vais faire une mise en On va te donner le temps nécessaire. Prends tout je ne suis pas un fervent de Camus, pour l'avoir étudié, puis j'aime pas, tout simplement. Mais il s'est trompé. Quand il dit qu'il n'y a pas de révolution qui a abouti à plus de liberté, il a oublié qu'il ne voit que l'Europe, il n'a vu que l'Europe et les pays colonisés par la France, un petit peu l'Empire britannique. Mais il oublie qu'il y a une révolution qui a complètement bouleversé les données, c'est celle du Vietnam. Depuis l'Indochine et j'en passe. Aujourd'hui, le Vietnam n'est pas un pays qui est sous la théocratie thaï ou je ne sais pas quoi, etc. etc. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Une révolution, on a commencé depuis la colonisation. Avec la seule différence, ici on parle de révolution tranquille, nous notre révolution, après 1847 à peu près, elle est devenue tranquille jusqu'en 1954. Elle s'est préparée, elle a mis les jalons qu'il fallait, les balises qu'il fallait, puis on est arrivé à 1954 où ça a complètement changé, puisque heureusement qu'il y a eu une plateforme, celle de Rome, et la plateforme de la Soumane, qu'on le veuille ou non, qui ont balisé le chemin. Par la suite, le détournement, malheureusement, s'est effectué à Tripoli, et puis on vit les conséquences du congrès de Tripoli. Ça, c'est pour la suite. Maintenant, je voudrais revenir au Fou d'Ahlam. Moi, je me suis arrêté à ton titre. Je commençais à lire, j'ai lu, je lis encore, mais je me suis arrêté au Fou d'Ahlam parce que ça m'a rappelé une histoire que j'ai vécue à l'hôpital psychiatrique de Blida, de France Fanon. Un jour, un cousin qui travaillait là m'a invité à assister
un moment très agréable